Allez, bonsoir à tous. On va commencer ce conseil municipal, puisqu'on a un des derniers qui vient d'arriver. Il y aura peut-être un autre qui va arriver, mais bon. Donc merci à tous de votre présence, ainsi qu'à la presse. Donc pour commencer, il faut que je vérifie le quorum, pour voir si on a le droit d'attaquer ce conseil. Donc Sylvain Barrier est excusé de ne pouvoir, Martine Ginet, Agnès Bessette, Christian Blachon, Anne-Sophie Bresse, François Chalencan-Liotier, Bruno Dufort-Citre, Dominique Durieux, oui. Jacques Garcia, donc je pense qu'il est en retard, mais bon, pour le moment il n'est pas là. Martine Ginet, oui. Philippe Ginet, oui. Frédéric Largeron, Gwendoline Lehmann, Sylvie Marcoux. Joan Amier est excusé de ne pouvoir, Gwendoline Lehmann, Rémi Pangot, François Polner. Donc Karine Perrault, pour le moment, elle donne pouvoir à Frédéric Largeron, et si elle arrive, tu perdras le pouvoir, elle reprendra le sien. Pascal Poineau, Monique Reynaud, Jean-Yves Aucreux, Emmanuel Salgado présent, Julie Tarrière est excusée de ne pouvoir à Sylvie Marcoux, et Julia Touillère est excusée de ne pouvoir à François Polner. Donc juste pour info, on fait ce conseil encore en haut. 8 décembre en haut, on était venu là à cause du Covid, et puis on réintégrera la salle du conseil, qui a été aménagée, qui nous permettra de nous accueillir dans de bonnes conditions. Y a-t-il quelqu'un qui va être secrétaire de séance? Oui. Monsieur Poineau Pascal, merci. Donc, le procès-verbal du conseil municipal du 22 septembre 2002, dernier conseil, y a-t-il des remarques? Avant qu'on passe à son approbation, donc s'il y en a point pour, y a-t-il des abstentions? Des voix contraires? Je vous remercie. Allez, les décisions. Donc, on a changé quelques menuiseries à l'école d'Olto, avec notre entreprise locale Amibois, donc Desiderata, 869 €. Des poubelles et des tables pliantes chez Jet des Ventes, puisque bon, ça sert toujours. Et puis les tables pliantes, c'était pour la halle, je crois, ou pour la commune, 636 €. 4 bains pour continuer d'embellir notre place Foch, des bains un peu stylés, puisqu'il y en a grandement besoin, qu'on continue de l'embellir, 436 €. 3 grilles d'expo avec roulettes pour la halle, pour faire des expos ou autres, c'est très utile, 312,03 €. Donc la table du conseil a été aménagée par la menuiserie Chapuis, 2100 €. Donc en fait, on l'a rallongée à la même hauteur. Donc on y rentrera normalement à 23, dans des bonnes conditions. Et donc suite aux travaux du gymnase, légalement, on était obligé de prendre une mission de contrôle technique pour la construction et une mission pour la coordination de sécurité et la protection de la santé. On a mis 2-3 entreprises en concurrence sur Duis. C'est APAV qui a remporté ces deux missions. Donc pour la mission de contrôle, 2900 € et 1899,98 pour la coordination de la sécurité. Donc on est en règle pour les travaux du gymnase. C'est tout bon? Merci. Donc la plus grosse délibération de ce soir, c'est le tarif du sac de sel. Enfin bon, c'est quand même important qu'on délibère si la trésorerie nous autorise à faire des transactions sur de l'argent public. Donc jusqu'à aujourd'hui, le sac de 25 kg était fixé à 5 €. On les achète chez Bout à 8,13 €, soit 9,67 TTC. Donc je vous propose qu'on mette ce sac de sel à 10 €. Ça va tout le monde? Pas d'abstention, pas de voix contraire, je vous remercie. Donc, nettement, un peu. Il y a un peu de neige qui est annoncée dans les jours qui arrivent. Enfin, si moins on en met du sel, mieux c'est. Mais bon, quand il y a du bon verglas, ça peut être utile. Donc on avait délibéré dernièrement sur du passage à l'aide pour commencer à mettre une réduction de l'éclairage public sur la commune.
Et donc, notre syndicat très compétent d'éclairage public, auquel on adhère, s'est rendu compte que pour éclairer les courts de tennis, notamment le numéro 1, il n'y avait pas de parafoot, ni c'était pas relié à la terre, donc c'était plutôt dangereux. Donc on avait délibéré à 4844,76, et donc pour rajouter cet élément de sécurité indispensable, le parafoot et la terre, ils prennent toujours 55% de subvention, mais ça augmente le coût à 5332,34. Donc je pense qu'il ne faut pas se priver de mettre ce parafoot reste terre. Si tout le monde est d'accord, on va comme ça. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Transmettra au CEMEV et on mettra cet éclairage en sécurité. Donc après Orange, qui on sait plus ce que c'est Orange, si c'est mais bon, de toute façon, même quand c'était France Télécom, c'est toujours des choses où les réseaux occupent le domaine public. On a quand même 12 km d'artères aériennes, 51 km en sous-sol. Bon, 1 mètre carré, 50 d'emprise au sol, ça doit être un petit truc, pas important, enfin c'est une armoire. Donc ils nous calculent sur des données INSEE, je me suis renseigné, donc ils nous calculent ces artères qui multiplient par un prix au kilomètre aérien souterrain ou d'emprise au sol par un coefficient d'actualisation qui se base sur la population. Donc il y a une année on avait baissé, c'est pour ça que ça a baissé. Mais si on fait le comparatif entre 2017 où on avait 2622,17, on aurait en 2021, parce que c'est l'année de moins 1, 2834,53, soit 212,36 € de plus. Donc on n'a pas d'autre mot à dire, donc on prend, on délibère et on encaisse. Mais c'est important de savoir quand même que, oui, on a un paquet quand même de kilomètres de réseau. Il s'en passe des choses à la fois sous terre et en aérien. C'est bon pour tout le monde cette occupation, pas d'abstention, pas de voix contraire. Merci à vous, on encaissera. Alors, tant qu'on est dans les chiffres, l'État qui s'occupe beaucoup des collectivités territoriales, sans penser à s'occuper de lui-même, mais ça, à la limite, bon, c'est pas le souci de ce soir, avait voulu à une époque mettre en place des comptabilités à peu près identiques pour les grosses comme d'agglo, les gros groupements et tout, et puis maintenant il se rend compte qu'il va mettre en place toute cette nomenclature pour toutes les collectivités, notamment les communes, les communautés de communes, donc on a acté ça en comme l'autre fois aussi. Donc ça va faire un peu de boulot à nos secrétaires comptables, puisqu'on passerait de la M14 à la M57. C'est une autre nomenclature qui ne change pas grand-chose au niveau des numéros de compte, à part quelques-uns, mais qui permettra de gérer différemment les crédits, puisque on pourrait, par exemple, changer de chapitre avec un montant limité, notamment pour les dépenses. Je pense que la plus grosse réforme que ça apporte, c'est en matière d'amortissement, puisqu'aujourd'hui on amortissait l'année N+1, et là on amortira le mois suivant. Donc ça sera quand même une comptabilité plus juste, et c'est pas plus mal, parce que souvent, on le voit par le passé, pour de nombreux équipements d'eau, d'assainissement ou autre, on amortissait mal, et après on se retrouve 20 ans après sans avoir de ressources pour réinvestir. Donc nos services vont s'attacher en fin d'année à faire un état, notamment des actifs, c'est là où il y a un plus gros boulot pour qu'on amortisse correctement. Tout ça correctement, avec la nouvelle nomenclature. De toute façon, si on ne le fait pas maintenant, il fallait le faire au 1er janvier 2024, donc autant le faire tout de suite. On sera dans les clous. Et voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette M57 ? On y va? Pas d'abstention, pas de voix contraire, donc les secrétaires au boulot, Isabelle. On fera un retour pour voir comment ça se passe après, mais je pense pas qu'il y ait de... Donc on arrive à la période de la fin de l'année, donc comme toutes les collectivités, on avait prévu un budget, et parfois, des fois, on y déroge, ou on a des choses imprévues qui arrivent.
Donc là, ce soir, on a deux... Il faut les voter séparément. Bon, donc on les votera séparément. Donc la première, c'est pour le budget de la commune, puisque, donc comme je vous avais tous invité le conseil, on a une entreprise qui a réhabilité une friche, hein, la papeterie du Crozet, qui date de 1635, donc c'était un site qui n'était pas très sympa. Et Christophe Marcoux et son entreprise, Tréma, l'a tout réhabilité. Je vous invite à y aller, c'est assez sympathique. Il y a la maison de maître qui reste, il a des bâtiments qui sont bien... visuellement c'est bien, il a tout nettoyé, il a dépollué le fioul lourd, il a dépollué l'école, il a tout dépollué à sa charge sans avoir de subvention publique. Donc il restait le problème de la voirie qui desservait cette entreprise qui était complètement inadaptée, enfin tous ceux qui sont venus l'ont vu. Donc j'y ai travaillé pendant 2 ans pour faire quand même des négociations avec la communauté de communes dans le cadre de sa compétence économie, on le verra plus tard, qui nous allouera quand même une partie de la somme, mais vous vous rendez bien compte qu'un marché de 295 000 euros, on ne les avait pas prévus, donc il faut qu'on modifie notre plan de financement pour ça. Donc on va mettre... alors il faut pourquoi c'est 350 ? Oui, parce que TTC, ça fait 354 065, le chiffre que je vous ai donné, c'était leur taxe. Donc on va essayer de faire des plus, par exemple avec la vente qu'on va faire, qu'on verra tout à l'heure, on s'était mis d'accord pour se dire que la trésorerie qui a fermé, on va y faire une plus-value par rapport à ce qu'on avait prévu, une vente d'un local chemin des Frères Boyer, la taxe d'aménagement qu'on espère avoir en plus, et évidemment un emprunt d'équilibre de 140 000 euros. Aussi un plus en DETR pour les travaux de voirie par rapport à ce qu'on avait prévu. Ce qui fait qu'après on le rebascule sur avec les honoraires que nous a pris Franck Bolleg pour bien évidemment créer un marché public correctement, et on y intègre la subvention de la communauté de communes de 97 478 pour arriver à un total de recettes et de dépenses égal à la somme de 354 465. Donc je l'avais déjà dit, je pense que c'est une voirie indispensable pour soutenir cette entreprise. En plus, alors elle est très chère parce que c'est une chaussée lourde. Il y avait toutes des fondations à reprendre, des poutres à refaire. La poutre, c'est ce qui soutient la voirie. Il y avait de la grave bitume sur 10 cm, une couche d'enrobé sur 10, donc on arrive à des montants importants. Mais bon, là on est tranquille pour 15 ou 20 ans. Des questions sur cette voirie? Je vous invite à y aller, même à tout visiter. C'est une belle réhabilitation de friche qu'on a suivie. Poste DM, y a-t-il des abstentions? Des au contraire? Je vous remercie. Donc celle qui suit, c'est pour le camping. Elle est un peu moins grosse, mais bon, donc on a aussi fait un budget prévisionnel de camping. Il nous est arrivé un petit souci de défraction, forcément qu'on n'avait pas prévu. Donc il nous manque de l'argent sur le budget du camping pour payer cette défraction. Donc puisque l'assurance en prend une partie, mais il nous manque 850 euros. Donc Isabelle l'a équilibré en augmentant la section entretien et réparation, les autres frais divers. Elle en a mis un peu de partout pour qu'on arrive à ces 850 euros pour équilibrer sur un produit exceptionnel de 850 euros, qui servira à réparer cette effraction d'une des pentes du camping. Sinon, la trésorerie ne nous autorisera pas de la payer. C'est bon pour tout le monde, pas d'abstention, pas de voix contraire. Merci à tous, j'espère qu'on n'en aura pas d'autres. Bon, je vais un peu passer la parole parce que je ne vais pas parler tout seul ce soir. Donc, comme l'impose la règle, comme le font toutes les communes, chaque année, les communes participent
à la papeterie et à la collectivité scolaire de son école communale. Donc, bon, il y a eu enfin, vous avez tous le rapport. Il faut qu'on fixe ce soir combien on donne à nos 62 élèves de maternelle et à nos 120 élèves d'élémentaire. Et pour vous expliquer tout ça, je passe la parole à Agnès Bossat. Merci. Voilà. Donc la cotisation papeterie, c'est un montant qui est alloué chaque année par rapport au nombre d'enfants et qui sert aux enseignants à acheter du matériel pédagogique, manuel, jeux pour les classes, voilà. Donc alors la cotisation papeterie ne prend pas en compte le papier photocopie et c'est à part. Donc elle était de 43 € jusqu'en 2011, de 2011 pardon à 2018 et elle est passée à 45 € depuis 2019. Voilà. Donc ça permet aux enseignants d'avoir une autonomie pour acheter du matériel sans être obligés de passer par la mairie. Voilà. Donc je vous propose de renouveler ce montant de 45 €. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci. Merci Agnès. Donc à Saint-Just, ils sont 46,50, Pont 42, Saint-Fé 30, mais ils participent à l'achat de livres. Donc on est dans les clous des collègues au niveau des autres communes. Ce qui est très bien, puisqu'on doit soutenir ce que j'estime comme le fondement de notre société, les écoles et les collèges. Mais bon, c'est pas le sujet du soir. Donc on va passer de l'école à l'ensemble paroissial, c'est un petit changement. Donc on a une église qui est un bâtiment historique en plus de la commune. Donc il avait été convenu depuis 2010, puisque la municipalité c'est un bâtiment public, souhaitait que il y ait un peu de chauffage au moins 10 degrés tout au long de l'année dans cet ensemble, qui est bon fréquenté de temps à autre suivant les événements, et donc ils s'étaient mis d'accord à l'époque sur 20% de chauffage par rapport au budget chauffage de l'ensemble paroissial. Donc si je vous donne des chiffres, en 2017 ils avaient dépensé 4053,97, donc 20% ça faisait 810 €. 2018 3960 de dépenses, donc ça faisait 792. 2019 2528 de dépenses et ça faisait 505 €. Le Covid passant par là, ça a été beaucoup moins ouvert, donc en 2020, puisqu'on est sur l'année de -1, il y a une dépense de 1496, donc 20%, ça fait une subvention qu'on verserait de 300 €. Je pense que bon, que la commune participe au chauffage de l'église, on l'utilise avant chaque défilé, nous. Bon, après, il y a ceux qui font les cases, bien sûr, il y a tous les enterrements, les mariages, les baptêmes, plus, bon, voilà, ça fait partie de la vie d'une commune, puisque les communes, n'oublions pas, ont été basées sur les clochers. Hein. C'est pour ça qu'on en a autant aujourd'hui. Donc, je vous propose de garder ce 20% et d'allouer 300 € à l'ensemble paroissial, sauf s'il y en a qui s'y opposent. Ça va à tout le monde? Donc pas d'abstention, pas de voix contraire. Allez, 300 € pour l'ensemble paroissial, pour le chauffage. J'espère que... Arrivée de Jacques Garcia. Ah. Excusez-nous, monsieur Garcia, on y pense, mais... Alors, on arrive à la trésorerie. Donc l'État a décidé de fermer certaines trésoreries. Pas loin de chez nous, il y a eu Basse, il y a eu Tens, il y a eu Saint-Didier. J'ai rencontré quand même le directeur de la DGFIP il n'y a pas longtemps, avec les élus qu'on a demandé des permanences décentralisées. Le gain, je crois, sur l'Haute-Loire est 2 équivalents temps plein. Donc bon, j'estime cette réforme complètement stupide. Je le dis. L'État se désengage complètement sur nos territoires et je pense pas que ce soit la bonne solution, mais bon, je vais pas faire trop de politique. Donc on s'était dit, après avoir fait la tournée des bâtiments, que la mairie en retapait,
que sur le clos, on avait vendu le local à Madame Vaille et qu'on gardait stratégiquement le local du Glade si on trouvait des dentistes ou autres. La maison rue de la République, on l'a retapé. Bon, le gymnase, il y a des travaux. Et puis bon, on verra sur Carrez après. Donc là, sur la trésorerie, on était d'accord pour le vendre. Donc j'ai essayé de le vendre tout seul, enfin par connaissance ou par bouche à oreille. J'avais des propositions à 80 ou 90 000 euros. Donc j'ai décidé, enfin après en avoir parlé, de le mettre à une agence, puisque c'est leur boulot quand même, ils le mettent sur un site, ils ont du temps pour faire visiter. Et tout de suite après, il y a une personne qui s'est proposée pour nous acheter ce bien à un prix de 110 000 euros. Donc les domaines l'ont évalué à 148 000. Bon, mais les domaines, je pense qu'ils y ont été forts parce qu'on a les tuiles changées, les menuiseries qui sont nazes, l'électricité qui est d'époque, tout en rafraîchir. Donc bon, j'estime que c'est une proposition nette, mais auquel il faut occulter les 6 000 euros de l'agence. C'est ce que je voulais éviter, mais bon, ça a été quand même plus vite par eux. Donc en plus, ça nous fait rentrer un peu. De toute façon, c'est du patrimoine. Si on n'entretient pas, ça va finir comme la cure. Donc il vaut mieux. Enfin, je pense qu'on avait pris la bonne décision de le vendre. Ça nous fait rentrer un peu de liquidité pour amortir ce qu'on a vu précédemment. Donc les surfaces, il y a 94 mètres, plus à l'étage autant. Bon, plus des combles qui sont aménageables, mais il y a 0 mètre carré d'espace vert, pas de garage. Sur une rue où j'avais contacté des commerces aussi, des choses comme ça, mais bon, ça n'a pas ferré. Donc, je sais pas, voilà, la proposition est de le vendre à Monsieur De Vidal, hein, qui est une personne qui rejoint sa compagne de temps en temps à Saint-Didier-en-Velay, mais qui habite pas sur la commune, mais pour se rapprocher ou pour louer, enfin on verra ce qu'il en fait. Je vous propose enfin, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations sur ce prix de 110 000 euros? Donc ça va à tout le monde? Donc pas d'abstention, pas de voix contraire, je vous remercie. Maintenant, il va falloir qu'on trouve le titre de propriété. C'est une maison qui date de 1800, je sais pas combien, 1850, qui a dû être préventée sous l'époque de Régis Vidal, avec le bâtiment pour le receveur à côté de la poste. Mais le receveur, on a l'acte parce que ça a été vendu à la poste. Mais celui-ci, vu que ça a toujours été loué à l'État pour la... Mais bon, on va bien trouver quelque chose sur un bail ou quelque chose qui nous permettra d'effectuer légalement cette vente chez le notaire. Donc par rapport à Carré, je vous invite à prendre votre feuille là où il y a du vert, du rose et du bleu pour que j'explique un petit peu. Donc c'est un bâtiment qui a été préempté aussi aux établissements Carré pour la commune il y a quelques années, où il y a eu un peu d'industrie. Puis dans les années 90, nos services techniques ont occupé tout le bas. Je pense qu'ils sont pas plus mal là-bas. On peut ranger des camions, des tractos, mettre du sel et avoir des conditions de travail à l'aise. Donc on voit que sur la partie verte, à gauche, c'est les établissements Côte. Le bleu, c'est Harrod. Le 3, c'est Chavana. Et le 4, à l'époque, quand ça a été fait, c'était vide. Donc, et puis, les deux premiers bâtiments de côté Harrod sont suspendus par rapport à la travée, donc ça a été renforcé. Donc tous ces baux commerciaux arrivaient à échéance. Donc j'ai été voir tous les chefs d'entreprise. Donc on l'a vu sur un autre conseil, on s'est mis d'accord avec Côte, qu'on leur faisait un peu des travaux et qu'ils repartaient sur un 369. Idem pour Harrod, c'est vrai que les fenêtres c'était des passoires thermiques, hein, donc c'est pas du luxe que le propriétaire s'occupe de son locataire. Sur le numéro 3, donc Chavana voulait un bail, voulait pas refaire de bail, mais voulait nous l'acheter 20 ou 30 000 euros. Ça a quand même été évalué à 80 000 euros pour les domaines, donc c'était pas terrible. Et puis après, j'ai eu une offre de la SCI Saint-Roch, représentée par M. Daniel Sabot, qui veut y remettre des machines de mécanique avec des marchés, avec la SNCF, donc des marchés qui devraient produire, voire un ou deux emplois à terme. Donc la proposition, donc Chavana nous a signé un bail précaire jusqu'au 31/12/2022.
Et donc la proposition que je vous fais, c'est de le vendre à la SCI Saint-Roch pour 69 000 euros et pas 690 000, comme ça avait été envoyé. Comme ça, on aurait 2 locataires et 2 bâtiments qu'on vendrait, et après on aurait donc une copropriété entre la commune, ce qui bon, nous fait perdre des loyers, mais bon, on récupérera de la taxe foncière. Donc l'un dans l'autre, on n'y perd pas trop. Et puis ça maintient de l'activité sur des bâtiments qu'il faut aussi qu'on utilise, et puis surtout qu'il faudra qu'on entretienne, surtout le toit à terme, parce que pourquoi 69 000 par rapport à 80 000? Un devis a été fait sur une boîte de toiture, en plus c'est un toit plat, il faut nettoyer tous les gravières, faire tout le cordon d'étanchéité pour 15 000 euros, donc voilà. 80 000 moins 15, donc voilà, 69, la négociation s'est arrêtée là-dessus. Après, on n'en fait plus du mandat, des ventes, des... Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon pour tout le monde, donc pas d'abstention, pas de voix contraire. Donc on y va pour la SCI Saint-Roch. On se mettra aussi un notaire. Frais de notaire qui sont à la charge de l'acquéreur. Hein. On le mettra dans la délib aussi. C'est ça? Donc on garde ce plan. Et donc le lot 4, donc c'était... on avait déjà délibéré lors d'un conseil, je ne sais plus quand, l'année dernière, pour vendre à la SCI Collard-Tardieu. Malheureusement, ils ont eu quelques soucis de santé dans cette entreprise, donc ça a un peu traîné. Aujourd'hui, ils se sont mis d'accord. Ils ont aussi une SCI commune, hein, la SCI de l'Avenue. Donc, suite à... Et puis je suis bien content qu'ils soient soignés en plus, parce que c'est plus sympathique. Donc, il faut qu'on délibère pour recommencer cette délib. On ne vendrait plus à la SARL Collard-Tardieu, mais à la SCI de l'Avenue. C'est la même personne. Mais bon, chez le notaire, c'est pas la même chose. Et comme ça, après, on aurait réglé ce souci, sauf la partie verte, qui est tout en suspente au-dessus de nos travées, qui peut supporter 500 km², qui sont difficilement accessibles. Il faudra réfléchir là-dessus, un de ces quatre. Donc pour les SCI de l'Avenue, c'est bon, pas d'abstention, pas de voix contraire, on y va. Je vous remercie. Pourquoi il y en a qu'une? J'ai pas les pochettes. Ah si, mais j'en ai pris qu'une. Ah non, excusez-moi. Donc après, Noël approche. Donc il n'y a pas de Père Noël à la commune, mais il faut bien quand même faire plaisir à nos employés. Et puis c'est normal, ça permet de faire un moment convivial et puis d'avoir des rapports avec eux dans d'autres circonstances que dans le travail, et puis de se voir, et puis de se connaître. Donc chaque année, on attribue aux titulaires ou aux contractuels, sans distinction, 70 euros. Donc je vous propose qu'on reconduise ce chèque cadoc pour l'année 2022 pour tous nos employés communaux. J'ai dit. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention, pas de vote contraire. Je vous remercie pour les employés. Je ne sais plus la date de remise, c'est 25 novembre, dont la logistique est assurée par Rémi Pangot. Bon, nos braves employés qui sont tous utiles dans les écoles, dans le service administratif et dans le service technique, mais en hiver, j'espère qu'il ne sera pas rigoureux, mais ça on verra bien. Donc on a quand même plus de 90 km de voirie à déneiger. C'est pour ça qu'on fait aussi appel à des entreprises privées, parce que même si on a beaucoup d'employés avec 2 tracteurs, un tractopelle, un camion et un camion qui passe la saleuse, il nous en manque. Donc pour pouvoir les payer, avec la trésorerie nous autorise de le mettre sur les fiches de paye, il faut qu'on délibère.
Donc on délibère chaque année parce que si on le faisait qu'une fois, ça veut dire qu'on ne pourrait pas augmenter ou changer les prix. Donc il vaut mieux qu'on le fasse chaque année. Donc c'est des astreintes qui parlent du 18 novembre au 3 mars, donc pendant 15 semaines, du vendredi au vendredi, puisqu'il y a le week-end inclus. Donc il y a un patrouilleur qui se lève à 3-4 heures du matin, qui appelle les autres s'il estime qu'il y a de la neige ou du verglas, qui appelle les entreprises privées. Donc il travaille par équipe. Donc l'indemnité d'astreinte pour une semaine, c'est 149,20 €. Puis là, lundi, le patrouilleur de récup la semaine d'après. Et pour Noël, on le majore à 205,75 €. Je vais vous donner quand même quelques chiffres, parce que l'argent public il fait pour être dépensé, mais là, le déneigement, ça coûte sur une commune. Et bon, je vous laisse imaginer ce que ça coûte à Riauteur, qui ont plus de 200 km de voirie, et qui ont un hiver parfois plus rigoureux que nous. Donc on a payé, pour 2021, les entreprises moines pour 11 000 €, plus du sel pour 4 000 et quelques euros, et les astreintes pour 19 000 €. Donc on avait un total de 32 000 € pour 2021. L'hiver d'avant, c'était 39 000 €. Donc voilà, c'est quand même un joli budget, mais qui est indispensable. Donc, et sauf si on n'a pas de casse sur des camions, des chasse-neige ou autre. Bon, mais voilà, je vous donne des chiffres, moi c'est normal. C'est important de les savoir parce que voilà. Donc pour nos agents, est-ce qu'il y a des questions sur ces astreintes? Pas d'abstention, pas de voix contraire. Je vous remercie pour eux. On leur dira demain. Allez, on continue avec les services. Donc chaque année, enfin c'est pour deux choses, on délibère sur la tarification des travaux en régie, puisque quand on en fait de notre main avec nos employés, la TVA se récupère auprès de l'État, mais pas à 20 points, c'est à 16 points. Enfin, c'est toujours bon à prendre. Et donc pour ça, il faut qu'on sache combien nous coûte un camion, un tractopelle, une tondeuse, etc., etc. Et puis aussi, ça peut être des choses qu'on peut facturer aux particuliers, j'en sais rien, une grosse intempérie, il y a un arbre qui tombe, privé sur la voie publique, on va le couper, on peut facturer. Mais si on ne délibère pas là-dessus, on n'a pas le droit de facturer par rapport à la trésorerie qui nous surveille comme le lait sur le feu. Donc, camion avec chauffeur, on est à 68 €, tractopelle avec chauffeur, 77, tondeuse, 27 €, c'est des tarifs horaires. Patin, 14 €, Manitou 47 €, Iveco 43 €, tracteur le plus petit 32 €, le plus gros 62 €, les employés 35 € de l'heure, et la mini-pelle qu'on a acquérie de 3 tonnes avec chauffeur 62 €. Donc on avait mis 1 € l'année dernière. Bon, cette année avec toutes les augmentations qu'il y a, etc., je sais pas, on a regardé les autres communes. On est dans une moyenne haute, la commune de Saint-Didier, par rapport aux collègues du territoire de Loire-Semoine. Donc moi je proposerais que pour cette année on les change pas. Mais bon, sauf si on a une majorité qui veuille ou qui veuille qu'on. Enfin, je pense pas qu'il faut baisser vu le coût de l'énergie, mais bon, de stabiliser, c'est. Pour ces travaux en régie, on reste comme ça. Pas d'abstention, pas de voix contraire. Je vous remercie. Ah, on y arrive. Donc j'introduis juste, et puis Martine nous donnera les explications techniques. La communauté de communes avait fait une déclaration de projet pour aller un peu plus vite par rapport au PLU de Saint-Didier. Donc cette déclaration de projet, c'est pour la viabilisation en zone artisanale sur un Tenman qui a été acheté en plusieurs années à la limite de la zone administrative de Saint-Didier-en-Velay.
Donc pour ce faire, il faut que le PLU soit en compatibilité, sinon c'est pas possible. Bon, je rappelle juste que ce projet date de 18 ans. Donc pour moi, il me fait un peu penser à la RN88, parce que les choses qui durent trop, c'est jamais bon. Alors je me réexprimerai après, mais bon, j'avais dit à des gens que j'avais reçus que effectivement, je comprends ceux qui disent que il y a des sites proches des grands axes qui sont plus appropriés. D'ailleurs, ça se conçoit tout à fait. Aujourd'hui, moi, je vous dirais ce que je fais tous les lundis. Je fais respecter l'arrêté préfectoral. C'est sur la commune de Saint-Didier, donc c'est normal. Mais je laisse quand même la parole à Martine pour expliquer d'abord la procédure administrative. Voilà, donc on va passer au sujet sensible, s'il en est, avec la mise en compatibilité du PLU de Saint-Didier. Mise en compatibilité avec la déclaration de projet qui a été conduite par la communauté de communes pour la réalisation du parc d'activités économiques de Bramar. Cette mise en compatibilité, c'est la dernière étape en matière de planification, donc pour permettre par la suite de prendre une décision sur le permis d'aménager qui reste à déposer par la communauté de communes qui est compétente en matière d'économie. Au préalable, je rappellerai un petit peu l'historique. Donc, en situant ce projet de parc d'activités économiques sur environ 11 hectares, qui est donc entièrement sur le territoire de Saint-Didier, situé à l'extrémité nord-est de la commune et à proximité directe d'autres zones d'activité sur Saint-Just-Malmont, qui sont la Font du Loup, la Garnasse et Champ-de-Berre. Donc, en distance, cette zone d'activité elle est à 4 km du centre-bourg de Saint-Didier et à 1,5 km du centre-bourg de Saint-Just-Malmont. Par délibération en conseil communautaire des 30 juin et 3 novembre 2020, il a été décidé d'engager une procédure de déclaration de projet qui entraîne la mise en compatibilité de notre PLU pour l'aménagement de cette zone d'activité de Bramar. La déclaration de projet a fait l'objet d'une approbation en conseil communautaire le 20 septembre dernier. Cette approbation, elle a été précédée d'un avis favorable de la commission départementale des paysages, de la nature et des sites qui s'est tenu le 28 septembre 2021. Ce projet a été présenté aux personnes publiques associées le 14 octobre 2021 et l'ensemble de ces personnes publiques associées ont émis un avis favorable. Ensuite, ce projet a été transmis à la mission régionale d'autorité environnementale qui s'est prononcée dans un premier temps le 7 janvier 2022 pour demander des compléments qui ont été apportés, bien évidemment, et ce complément de dossier et le dossier initial ont fait l'objet d'une autorisation environnementale délivrée par arrêté préfectoral du 16 septembre 2022. Un arrêté préfectoral a aussi été pris le 31 mars 2022 pour ouvrir l'enquête publique sur le projet. Cette enquête, elle s'est déroulée du 26 avril au 30 mai 2022. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été rendus le 17 juin 2022. Alors, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à la déclaration de projet qui entraîne la mise en compatibilité du PLU. Et il a assorti son avis favorable, excusez-moi pour le lapsus, donc il l'a assorti de recommandations. Il a estimé qu'il était plus judicieux de préciser la hauteur dans le nouveau règlement de la zone qui a été créé. Et puis, en fait, c'était dans l'idée de limiter l'impact visuel dans le paysage. Et puis, voilà. Donc, il a aussi demandé d'apporter des mesures dans le règlement sur les zones humides. L'autorisation environnementale donc, sur le projet, comme je l'ai dit, elle avait été délivrée le 16 septembre 2022. L'approbation de la déclaration de projet en communauté de communes le 20 septembre. Et maintenant, donc, on passe à la mise en compatibilité du PLU de Saint-Didier. Alors, ce PLU, il est pour l'instant mis en révision depuis 2018, mais celui qui est en vigueur, il a été approuvé le 10 juillet 2006 et il a fait l'objet de modifications simplifiées
Une première le 9 mars 2010 et une deuxième le 8 janvier 2013. Il a été déjà aussi mis en compatibilité avec le projet de Loire. Alors le projet de Loire, c'était une déclaration d'utilité publique, une DUP, pour le déplacement et le renforcement d'une ligne à haute tension. Donc il a été mis en compatibilité avec ce projet de ligne à haute tension par arrêté ministériel du 30 juin 2014. La mise en compatibilité de notre PLU, elle va porter sur la modification du règlement graphique, donc avec la création d'une nouvelle zone spéciale Bramar, qui s'appelle AUX. Pour l'instant, ça n'existe pas sur la commune. Donc cette zone AUX, elle est calée sur l'emprise du périmètre du projet de parc d'activité, sur une partie de la zone AU, qui est aujourd'hui inscrite au PLU en vigueur. AU, c'est pas inconstructible. AU, c'est constructible. Aujourd'hui, ce terrain, il est constructible. Donc, il va l'être avec une ouverture immédiate à l'urbanisation et des règles qui seront précisées. Et puis, donc, cette zone AUX, elle sera donc sur une partie de l'ex-zone AU constructible et aussi une partie sur l'ex-zone N qui était en limite sud. Donc, par rapport aux modifications du règlement graphique, donc, si on crée cette AUX, on va supprimer pour autant la zone AU et la zone naturelle. Et on va aussi supprimer une petite partie qui était en zone AUI, qui était située au nord et qui maintenant ne fait plus partie du périmètre opérationnel du parc d'activité. Dans le règlement graphique aussi, on va créer une nouvelle trame pour les zones humides. Et on va créer un nouvel emplacement réservé au bénéfice de Loire-Semaine pour le passage de réseau. Donc ça, c'était tout ce qui est graphique. Il y a aussi des modifications du règlement écrit, donc création d'une règle pour cette nouvelle zone AUX. Et conformément à la demande du commissaire enquêteur, la hauteur sera précisée. Et puis, toujours dans le règlement, création de dispositions concernant la trame zone humide. Indépendamment donc, du règlement graphique, du règlement écrit, il y a aussi la création d'une orientation d'aménagement et de programmation sur cette nouvelle zone. Cette mise en compatibilité de notre PLU, elle s'inscrit pleinement dans les orientations de la révision qui est en cours. Donc, pour rappel, je parlerai de la décision qui a été prise le 20 septembre en conseil communautaire où la communauté de communes s'est engagée en fait à définir dans le permis d'aménager des règles, donc à travers un règlement, un cahier de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, un cahier de charges des cessions de terrain. Donc, à travers ces documents, donc, de préciser des contraintes complémentaires à la règle du PLU. Lot par lot, des règles qui concerneront l'implantation et qui seront imposées au projet de construction. Voilà, je rappellerai aussi pour mémoire le précédent conseil là, du 20 octobre où on a délibéré et pour s'engager à appliquer le régime forestier et à signer avec la communauté de communes et l'Office national des forêts les conditions relatives aux mesures compensatoires posées par la communauté de communes. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Des voix contraires ? Non, mais on ne va pas voter tout de suite parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui s'expriment. Vas-y, Gondo. Ben, j'ai demandé s'il y avait des questions. Personne. Moi, la question actuellement, c'est comment les. Pardon. Ah oui, il faut. La question actuellement, c'est pourquoi les travaux ont commencé alors que le PLU est mis en compatibilité aujourd'hui. Il faut appuyer, c'est ça ? Parce qu'en fait, les travaux qui ont commencé n'ont rien à voir avec la planification. Voilà, c'est simple. On ne parle pas d'urbanisme, là, on parle de l'autorisation environnementale. C'est deux réglementations indépendantes. Je vais quand même faire un rappel au compte-rendu qui a été très bien fait, parce que, comme d'autres projets qui ont fait un peu de bruit sur notre territoire dans d'autres temps, sur une autre commune,
c'est la Comcom qui a la compétence économie et c'est les maires qui signent les permis d'aménager ou de construire. Enfin, ça, c'est notre pays qui veut ça. C'est pas très bon d'ailleurs, mais bon, donc tous les lundis, je prends mes bottes et je vais là-bas, puisque c'est pour suivre ce qui se passe et voir si l'arrêté préfectoral est respecté, puisque moi, je suis pas au-dessus du préfet. Hein. Donc, je me suis rendu compte que l'entreprise qui débarde, donc suite à respecte les préconisations, notamment de couper en zigzag pour pas mettre en otage des espèces, pas faire la tenaille, comme il disait dans un film bien connu. Qu'ils ont mis en place leur air étanche, que les plaques à reptiles ont été installées, que les hébergements chiroptères ont été installés, plus sur les zones de mesure compensatoire ils vont être installés, que les arbres chiroptères ont été tombés de façon verticale. J'avais dit aussi que je serais très soucieux sur le permis d'aménager parce que faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Je suis très aussi content qu'on ait enlevé 4 hectares, parce que si on y va à pied, on se rend compte que tout le bois c'est très humide. Donc c'est très bien qu'il n'y ait pas de construction sur une zone humide. J'avais dit aussi que je serais très soucieux de la protection de l'eau, notamment une source qui se trouve sur le haut. Il faudra que d'éventuelles constructions ne l'impactent pas. Parce que l'eau, on le voit bien par rapport au barrage de la Valette ou au barrage des Plans, hein. C'est même pas sûr qu'on en ait un robinet dans les années à venir si ces sécheresses continuent. Donc l'eau, c'est voilà, sur les espèces, elles sont un peu comme nous. Quand il y a un peu de bruit ou quand on voit que ça va pas, on part en courant. Donc là, les espèces, les entreprises en ont pas vu. Donc je pense pas qu'on ait fait de gros dégâts au niveau des espèces. Bon, après, les mesures compensatoires qui sont prises par un COEF 3 ou 4, avec en plus l'ONF, on devrait faire des choses sympathiques. Du côté de Chandelin, je préfère l'appeler comme ça que Bramer, parce que là aussi, il y a une belle zone humide qu'il faut protéger. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué que les terrains étaient relativement secs. Bon, c'est dû à la sécheresse aussi. Les arbres avaient été très mal entretenus pendant des décennies. Même nos aïeux ont connu des prairies, donc ça avait été des plantations. Les arbres remarquables, il y en avait quelques-uns, c'est vrai, sur un bord, mais pas en nombre de mètres carrés, pas beaucoup. Donc bon, ils étaient sur le bord. Il va falloir aussi qu'on soit très soucieux sur la circulation, parce que quand on voit Saint-Didier impacté par du transport, donc vous pouvez compter sur moi pour défendre le bout de Grand, parce qu'il faut pas... on a déjà une commune qui n'a pas été déviée, comme Saint-Jumelmont, Saint-Romain, ou d'autres, et aujourd'hui on le paye. Bon, mais l'histoire, on va pas la refaire, et puis bon, on va respecter quand même ceux qui se sont levés avant nous. Donc moi, personnellement, ce que je m'accorde à faire, c'est faire respecter les règles environnementales, d'être soucieux donc sur la protection, comme l'ont fait Sainte-Sigolène, hein, sur leur zone qu'ils ont aménagée dernièrement. Il y a quand même la DREAL aussi qui tient les entreprises de près. On ne fait pas une entreprise aujourd'hui comme Holzer, Dorian l'ont fait à Creusot-Vert, même s'il y avait beaucoup d'emplois à l'époque. Les sols sont très pollués aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, une entreprise ne doit plus polluer, sauf des activités extrêmes, mais encore même pas. Après, j'avais dit aussi que ça rapporterait de la taxe foncière à la commune, donc on est pris entre un dilemme sur notre commune, entre un apport d'entreprise qu'on souhaite aussi sur notre PLU sur la zone de Robert pour l'agrandir, mais bon, c'est 6 hectares, c'est plus plat et c'est moins humide, mais moi j'estime qu'après avoir pris les bottes et aller sur le terrain, on a coupé des arbres, c'est vrai, puisque mais d'une qualité pas plus que ce qu'on voit sur d'autres tènements qu'on coupe à blanc, donc j'aimerais aussi que nos députés légifèrent là-dessus parce que donc on connaît le rôle de l'arbre quand il mange du CO2. Donc ça serait bien qu'on légifère là-dessus quand il y a des coupes blanches qu'on voit de partout pour faire de la granule, qu'on replante correctement parce que c'est pas toujours replanté et puis des moments on replante n'importe comment. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. J'avais dit que je le ferais, donc je le fais. Mais c'est sûr que l'État aussi avait aimé l'idée, j'avais remercié le conseil municipal lors du dernier conseil, et je vous remercie, hein, on avait fait un très beau débat sur l'environnement, la compatibilité de l'économie et de l'écologie, parce que de toute façon on a besoin de tout le monde, on a besoin des fonctionnaires, on a besoin des boulangers, on a besoin des mécanos, on a besoin de l'économie pour créer des services, hein, qu'ils soient d'État ou territoriaux.
Mais le beau débat qu'on avait eu, effectivement, si l'État avait maintenu, parce qu'il veut faire beaucoup de choses, il voulait faire des suprazones à un moment donné. C'est-à-dire que sur tel territoire, on fait des grosses zones qui apportent de l'économie, de l'emploi à un territoire. Et puis après, il ne fait plus rien, donc après, ça se retrouve au niveau des élus locaux. Et c'est vrai que l'économie, comme où est-ce qu'on doit faire des autoroutes en France, où est-ce qu'on doit faire des hôpitaux, des lycées, ça serait peut-être mieux d'avoir une vision globale, au niveau départemental par exemple. Parce que quand on voit Poulaguet qui a un projet, de la Comcom là-bas aussi, pour faire de l'économie, ils veulent le faire en plein dans une zone humide. À mon avis, ça va être... enfin, je ne sais même pas s'ils vont y arriver. Donc s'ils veulent de l'économie, ma réflexion personnelle, c'est que nos communautés de communes sont trop petites. Et on n'aurait pas ce souci aujourd'hui de réfléchir comment on doit le faire. Mais les découpages administratifs en France, ils sont pas bons. Parce que pour partager les richesses, on va être obligé de le faire, hein, sur la nourriture, sur l'eau, sur plein de choses, par rapport à ce qui nous atteint. L'économie, c'est pareil, mais on a encore des frontières administratives en France. Donc, c'est pas très bon pour avoir une vision politique d'avenir, pour faire de l'économie. Et il faut qu'on amène de la richesse sur nos territoires. Il faut qu'on amène de la population pour sauver nos écoles. Il faut qu'on amène... Donc, on est pris entre deux choses, quoi. L'environnement et l'économie. Et quand même, j'estime que les gens de l'environnement ont été assez durs, mais assez logiques d'enlever ces 4 hectares de zone humide. Moi, je vous invite à y aller, hein. Vous verrez tout de suite que la partie haute est relativement saine et que le bas ne sera pas occulté. Donc, je pense pas que ce soit un scandale environnemental qui se passe, hein. Mais bon, je vous donne que mes convictions et ce que j'ai vu, moi, et ce que je m'engage à faire. Je comprends qu'il y a des gens qui... et puis c'est la liberté d'expression qui est en France, et puis heureusement qu'il y en a une. Après, nous, les élus locaux, on nous demande de décider. C'est ce qu'on essaye de faire. On a aussi 2 autres projets économiques sur la communauté de communes, sur les plateaux de la Siove et de Pont-Salomon. De toute façon, après, on a 0 mètre. J'ai vu pas mal de chefs d'entreprise ces derniers temps, il y a de la demande et on n'a rien à offrir. Et à la limite, la particularité qu'on a avec les Marches du Velay, le mono-entreprise de Sainte-Sigolène qui représente 5000 emplois, c'est dangereux. Parce que si le plastique, en plus on connaît la problématique du plastique, même s'ils font de l'éco-emballage, c'est vrai que si notre territoire s'était fait avec les Marches du Velay, on n'aurait pas eu ce projet. Et je vous l'ai dit, je pense ça fait longtemps que ça traîne. Bon, aujourd'hui, les arbres tombent, c'est vrai. Je crois qu'il faut être, c'est ce que j'avais dit aussi, vigilant sur le permis d'aménager pour qu'on fasse pas de nuisance aux bestioles, ça m'étonnerait, à la faune, sur l'eau, surtout sur l'eau, parce que c'est vraiment la problématique qu'on va rencontrer dans les années à venir. Donc, il s'est fait des grosses bêtises on parle des rétentions aussi, des choses comme ça. Donc là-dessus, je rejoins ceux qui militent dessus. Et je le répète, il faut qu'on soit vigilant sur ce qui se fait, même dans les constructions de maisons, dans les futurs bâtiments communaux. Mais j'apporte beaucoup d'attention sur l'eau. Voilà. Donc au conseil communautaire, nous, on s'est positionné contre ce projet par la voix de Julie. Et donc ce soir, pour rester fidèle à nos positions, on votera contre. Oui, je vous remercie d'être fidèle à vos convictions parce que ça aurait été pas trop logique de. Mais bon, je le savais, Julie me l'avait dit, on en avait longuement parlé. Mais en fait, je crois que ce que vous aviez dit lors du dernier conseil, c'est que vous n'étiez pas contre la création d'économies, mais pas forcément à cet endroit. Donc je crois que c'est surtout, je pense que dans notre pays, personne n'est contre, et puis on a besoin d'économies, on a besoin de tout le monde d'ailleurs, ça serait bien qu'on retrouve un peu de solidarité aussi en France, parce qu'on la perd et c'est pas très bon. Nous on arrive, fraîchement élus, enfin depuis 2 ans, sur un projet qui a 18 ans, qui avait déjà entériné par les municipalités précédentes. Je pense que l'État a grandement joué son rôle, sur son rôle restrictif de protection quand même de l'environnement. Maintenant, les choses qui durent trop, de toute façon, c'est jamais bon. Je pense aussi qu'on voit beaucoup de gens se prononcer, ou qu'on voit qu'on ne voyait pas avant. Et il aurait fallu qu'il y a quand même une association environnementale qui a été invitée à la communauté de communes sur chaque réunion depuis 2 ans. Et je pense qu'au niveau de l'information, on n'a pas été bon.
Ou alors on a mal échangé. Bon, c'est sûr que si c'est pour mettre 2 bancs sur la place Foch, pour communiquer, c'est pas grave. Les gens qui vont s'y asseoir vont tout de suite voir s'ils sont contents ou pas contents. Il faut qu'on prenne l'habitude aussi de... personnellement, je préférais qu'en France, globalement, on communique avant de se confronter directement, parce que c'est pas le but. On est tous là pour sauver la planète. Et là-dessus, il faut qu'on soit soucieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, on fait plus les bêtises qu'on a fait il y a 30 ans. Hein. C'est quand même, heureusement d'ailleurs, il y a encore du boulot, mais donc là-dessus, j'espère que, enfin, je m'engage devant le conseil municipal déjà à vous communiquer le permis d'aménager s'il y en a un, s'il arrive à terme et sur ce qui s'y fera, et aussi de vous communiquer toutes les mesures qui sont imposées par la DREAL pour pas impacter tout ce qu'on n'a pas impacté par rapport au respect de la nature. Et puis si on a 45 minutes, je vais bien les recevoir à la fin du conseil. Moi, je réitère un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois, et mon inquiétude, bon, alors à côté environnement, côté création de la zone, ça c'est une chose, mais le reste, c'est l'infrastructure routière qui est vraiment pas adaptée dans le coin. Quand on sait le projet qui se murmure avec le nombre de camions qui vont augmenter en quantité relativement importante, qui vont essentiellement partir sur la vallée sur Firminy, quand on voit déjà à Firminy, la boulevard Fayolle, bon, l'encombrement qu'il y a et le contournement de Firminy, bah, c'est pas encore pour demain. Comment on peut voir les choses par rapport à ça, quoi. Et ça va impacter aussi la population qui part travailler sur Saint-Étienne, sur Firminy, sur Unieux, etc., quoi. Et ça, je pense, aurait pu être pensé à l'origine aussi du projet. Qu'il y ait une communication entre les différentes communes, entre autres, bon, bah, les celles de la Haute-Loire et Firminy. Et voilà. Parce que c'est là l'essentiel. Bon, déjà, les camions bon, qui traverseront Saint-Dizier, c'est aussi une autre chose. Qui partiront sur Monistrol, le Puy, etc. Parce qu'ils ne vont pas tous aller sur la vallée. Mais bon, il y en a certains qui partiront aussi de l'autre côté, quoi. Et la traversée de Saint-Dizier risque d'être compliquée. Elle l'est déjà un petit peu avec Ronson et compagnie. Donc, ça risque de l'être encore un peu plus avec ce projet. C'est pour ça que tu as changé de commune, donc maintenant tu n'auras pas les camions, non, je plaisante. Mais, donc ça, le souci du développement économique, forcément, il y a les infrastructures routières. Donc moi j'ai fortement conseillé au collectif du boulevard Fayolle d'être pour, ça fait plaisir, dans des gens pour, des fois aussi, pour la déviation. Parce que ça fait 50 ans qu'on en parle, on passe au milieu des écoles, de je sais pas quoi, c'est quand même... ça serait mieux que les gens du Chambon et de Firminy s'accordent pour être pour cette déviation. Pour ce qui concerne nos routes départementales, vous pouvez me compter sur moi pour que, dans le cadre d'un permis d'aménager, on ait connaissance de ceux qui veulent s'installer, et personnellement, les entreprises de transport, je vois pas bien ce qu'elles foutent là. Elles seraient mieux proche de la 88. Et le département vient de mettre plus de 9 millions d'euros dans la réhabilitation de la RD 23. Pour moi, c'est le tracé logique pour aller sur le plateau Goléno. Alors après, le problème va se poser à l'Ichmiaï, parce que ça n'a pas été dévié. Mais dans la route, on a mis quand même 9 millions de départements sur la RD 23. Il y a aussi d'autres soucis qui se posent sur notre secteur par rapport au plateau, hein, puisqu'entre Monistrol et Sainte-Sigolène, c'est très difficile de circuler. Donc je crois que là, le département, dans notre secteur, on a vu la présidente dernièrement, j'en ai parlé, je lui ai dit qu'il fallait continuer les efforts, qu'il n'y avait pas que la 88 et la 102 en Haute-Loire, il y avait aussi la 500 et d'autres, et la 23. Donc personnellement, je crois que, enfin, on devrait rencontrer les porteurs de projets à la communauté de communes. Je défendrai pour la commune de Saint-Dizier, et je pense que la SIOV c'est pareil, qu'il n'y ait pas d'apport, parce que si c'est des entreprises qui ont des fournisseurs ou des clients, ça va partir sur Firminy. Donc bon, c'est encore pas trop chargé, c'est acceptable. Mais sur Saint-Dizier, on n'a pas trop envie, ou sur la SIOV, qu'il y ait plus de trafic. Déjà qu'on a plus de 5600 véhicules jour. Après, aujourd'hui, là aussi, c'est pour ça que je pense qu'en termes de communication, il faut pas avoir peur de se dire les choses, parce que si on sait qui va sur les terrains, on sait combien il y a d'emplois, on sait combien il y a de camions, on sait combien il y a de potentielles nuisances. Aujourd'hui, j'en sais rien. Donc je peux pas te répondre sur... J'ai eu ceux du boulevard Fayolle, ils m'ont dit, monsieur le maire, combien il y aura de camions? Je leur ai dit, mais j'en sais rien. Au nombre du quai de déchargement, on peut avoir le déjà.
Mais le téléchargement, il figurera dans le permis de construire. Le permis d'aménager n'a pas encore été déposé. C'est pour ça qu'il faut que, bon, dès qu'il sera déposé, moi je veux bien qu'on élargisse la commission urbanisme au conseil, c'est pas un souci, hein, pour un projet comme ça d'ailleurs, ce serait peut-être pas bête, parce que on est quand même, donc comme je le disais, les élus qui vont décider, hein. Donc qui vont se finir, enfin c'est moi qui signe, mais bon, je représente le conseil, donc oui, pourquoi pas garder ce PA en réunion collégiale. Parce que, mais aujourd'hui, pour répondre, il faut avoir les éléments, les appos. Donc, je ne veux pas me défausser de mes responsabilités, mais aujourd'hui, on les a pas. Mais je m'engage à ce qu'on les regarde ensemble. La commission, il y a déjà des membres de l'opposition. Oui, mais c'est bien qu'il y ait tout le conseil, que sur l'ordre du jour, que sur ce dossier. Après, la commission continuera son boulot, mais on peut le mettre en premier et rester le temps qu'il faut, parce que des projets comme ça, on en connaît pas beaucoup dans sa vie, comme des révisions de PLU ou des choses comme ça, qui certainement impactent la vie des communes pour les 30 ans à venir, hein. Comme il y a eu d'autres gros projets qui se sont faits ou qui ne se sont pas faits, qui ont fait brandir des gens, qui ont fait parler. Et donc, il faut qu'on soit efficace dans le choix de ce qui se fera pour éviter que des nuisances routières impactent plus les communes qui sont traversées. Bon. Tout le monde s'est exprimé, tout le monde a pu participer aussi à une enquête publique, tout le monde a pu écrire, dire ce qu'il voulait. Avant qu'on passe au vote, je pense que l'État a écouté quand même, hein, parce que on était sur 18 hectares à la base, hein, ou 17, on n'en est plus qu'à 11. Donc on a quand même un projet final qui respecte quand même, enfin je me répète là, mais je vous donne mes convictions, hein, qui respecte l'eau. Et puis je vous invite, puis je veux bien aller visiter avec vous, hein, parce que j'ai quand même vu un terrain relativement sain sur la partie haute. Après, il faut que le permis d'aménager prenne en compte des aménagements qui n'impactent pas cette zone du bas. Voilà ce qu'il faut. Comme vous le faites quand vous faites votre maison. Fais voter, Martine. Oui. Bon, si je veux bien recevoir des gens à la fin du conseil, on va passer au vote. On peut procéder au vote alors. Donc on a noté les voix contraires. Y a-t-il des abstentions? Ou d'autres voix contraires déjà? Donc on en a noté oui ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Ok. Relève la main. Donc 6 voix contraires. Hein. Ok. Y a-t-il des abstentions? Ouais. Tu peux pas. Ah oui, oui. Ok. Oui, c'est vrai que tu as une procuration. Oui. Ok, un pouvoir. 6 voix contre. 2 abstentions. Et 2 abstentions. Donc adopté à l'unanimité. À la majorité, décidément. Voilà, ce qui veut bien dire que dans ces débats, il n'y a jamais. Mais c'est normal, c'est ce qui est bien dans notre démocratie. Après, je crois qu'il faut tenir compte, justement, c'est ce que je vous dis, il faut s'engager à tenir compte dans un dialogue, je pense, parce que je le maintiens, ça s'est mal passé. Il y a des gens qui auraient pu se faire avant. Maintenant, je vous le dis, 18 ans après, c'est compliqué. Quand la fille est grande, c'est dur de refaire l'éducation. Mais bon, ça n'empêche pas que ce dialogue doit continuer, notamment sur des aménagements potentiels futurs. Je m'y engage. Donc, moment important aussi pour la commune, là, sur les 2-3 délibérations qui arrivent, puisque, comme toutes les communes, on est à la pêche aux subventions, même si j'ai un peu critiqué l'État, on est quand même bien content de l'avoir. Mais enfin, bon, il faut bien que les impôts publics servent. Donc, on avait acté notre réhabilitation de gymnase pour refaire des portes, notamment pour le sécuriser aussi, pour que ce ne soit pas un supermarché tout au long de la journée, refaire les toits qui ne sont pas étanches.
refaire des sols, du chauffage pour 362 654 € avec 28 947 € d'honoraires, ce qui représente un total de 391 601. Il y a aussi quelques peintures, des sols qui seront changés, bien sûr du désamiantage puisqu'on en avait. Donc chaque année on a le droit de demander une subvention DETR à l'État, dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc il faut qu'on délibère bien évidemment pour la demander. Et la stratégie enfin bon, j'anticipe la délib suivante, mais donc on demanderait 30% à l'État, 77 480, 194 236 à la région, donc 50. Donc pour arriver à 80%, si on y arrive, c'est joli parce que le reste à charge de la commune serait de 79 885. Gymnase, même 2 gymnases très très utilisés par les collégiens et un peu par les scolaires et dans de nombreuses associations. Donc c'est pas de luxe d'y mettre un petit coup. Donc le premier c'est le DETR. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce plan de financement? Des questions, Puisque la DETR, on a le droit d'en demander une chaque année. Donc je pense qu'il ne faut pas s'en priver, c'est mieux qu'un pourcentage, on l'affecte sur une grosse somme. Enfin bon, si on n'a pas forcément de projet, on n'est pas obligé, mais pour la DETR, c'est bon pour tout le monde. Pas d'abstention, pas de voix contraire, je vous remercie. Donc après, bon, les élections départementales et régionales ont été retardées avec le Covid, comme beaucoup de choses, mais donc, on le verra après, le département nous a alloué 230 ou 240 000 € de sub sur son cap 2030, on en parlera plus tard, mais la région aussi a un contrat région, qui s'appelait Ambition avant, maintenant c'est contrat région, qui était signé au niveau de la communauté de communes. Donc au début du mandat, on avait rassemblé les projets communaux pour voir où on allait dispatcher, et puis là, la région a décidé de traiter directement avec les communes. Donc je vous propose qu'on sollicite la région pour cette somme de 194 236 € au titre du contrat région pour l'affecter sur une subvention pour les travaux du gymnase. Ça va à tout le monde? Pas d'abstention, pas de voix contraire. Donc si on a tout, ça sera bien. Ce qui fait qu'on avait parlé donc dans le plan de mandat, donc je vais un peu le rappeler ça aussi. Donc on sait qu'on est en 2022, donc c'est les travaux, c'est le gymnase. 2023, donc avec la communauté de communes, c'est en train de se fignoler par rapport aux espaces pleins de nature avec la région pour Régis Vidal, qui sera en 2023. Donc on avait parlé de tennis couvert, et puis vous avez vu l'aménagement du centre-bourg du projet de boulevard des Jardins. Vous avez tout le conseil municipal ainsi que la population a le plan de mandat. Donc bon, j'essaye de tenir la barque là-dessus, et comme tout bon élu qui se respecte, de trouver les fonds nécessaires pour pouvoir le financer. Donc par rapport au tennis couvert, où il faut encore acquérir des terrains, on l'a vu l'autre fois par rapport aux achats de chez Paulet, mais bon, finir le PLU, mais bon, donc les subventions par contre il faut les demander, parce que la région, ils vont pas nous attendre qu'on achète tous nos terrains. Donc si c'est acté, ils ont comme nous un conseil avec des commissions permanentes, des conseils, des séances plénières. Donc si les subventions sont demandées, elles sont actées. Et par contre, pour un tennis couvert, ça rentre pas dans le contrat de région, ça rentre dans une ligne sectorielle. Donc c'est un peu aussi des astuces qu'ils ont financières, parce que bon, il doit y avoir beaucoup de demandes sur des terrains de foot, sur des tennis couverts ou pas, et autres installations sportives. Donc la demande que je vous propose de faire, c'est par rapport à un coût qui a été... c'est pas cette pochette. Par rapport à un coût qui est estimé à 1 133 000 avec des acquisitions de terrain et de la maîtrise d'œuvre, parce que c'est difficile de déterminer combien ça coûte, parce que ça change tous les mois. Donc 1 133 000, je pense qu'on est pas mal. On demanderait une ligne de 20%, donc 170 000 à la région. Je vous rappelle qu'on a un fonds de concours de la communauté de communes qu'on a transféré de la Halle, là-dessus.
On demanderait des sous à l'Association nationale du sport, donc l'État, la Fédération française de tennis, il y a une DETR. Donc si on arrivait à tout ça, on serait pas loin de 60 et quelques % de subvention. Donc je pense qu'il faut l'acter tout de suite parce que c'est comme d'habitude, hein, les premiers qui demandent, c'est les premiers qui sont actés. Si on attend trop, les fonds régionaux, départementaux, d'État, c'est pareil, donc il faut y aller. Et puis, c'est pas parce qu'on a acté une délibération qu'après, elle est suivie des faits, puisqu'on peut encore changer d'avis sur les années qui suivent. Enfin, sur la DETR du gymnase, non, mais sur les autres choses, moi, j'espère qu'on ne changera pas d'avis et qu'on pourra financer le maximum de choses, notamment le centre-bourg. J'y compte beaucoup parce que notre village vieillit, comme tous, et ça serait bien d'y mettre un coup, mais là, c'est pas l'objet, donc voilà pour la proposition de solliciter la région sur la ligne sectorielle de sport pour le tennis couvert à hauteur de 20% pour 170 000 €. Ça va tout le monde? Pas d'abstention, pas de voix contraire? Je vous remercie. J'espère qu'Isabelle Damon va tout nous faire la semaine prochaine pour que les dossiers soient reçus rapidement. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, après 2 heures de négociation, donc en estimant que, ça c'est plutôt mes convictions politiques, que chaque collectivité devrait travailler dans son champ de compétences. Donc on a eu la réhabilitation de la friche du Crozet, et après négociation, on a acté, c'est passé en communauté de communes que la communauté de communes prenne environ 1/3 du hors-taxe de la réaffection de la voirie de Crozet. Donc le président Giraudet nous propose d'acter par rapport à ce marché de 295 387,50 son tiers. Donc la communauté de communes verse à la commune de Saint-Didier 97 477,88 € hors taxe. Bon, c'est toujours bon à prendre, et puis bon, ça fait acte aussi de bonne entente entre le service qui a la compétence et la commune qui est concernée sur son territoire. Hein. Donc ça, après, bon, sachant qu'aussi on aura acté, on aura un beau débat sur la taxe d'aménagement, puisque la loi nous impose de reverser tout ou partie à la Comcom. Donc pour moi, je pense qu'il faut aujourd'hui travailler en bonne intelligence entre les communes et la communauté de communes, et il faut soutenir chacun à son niveau toutes les initiatives, notamment celle de Trémaux, qui nous a quand même sorti une sacrée épine du pied. Parce que cette friche, pour la dépolluer, il y a mis des centaines de milliers d'euros sans percevoir une sub. Si c'était nous qu'on aurait dû le faire, ça aurait coûté plus cher que la voirie. Mais bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a des abstentions pour cette voirie? Des voix contraires? 1% pour cette participation de la Comcom, je vous remercie. Mais on pourra demander que les sous une fois qu'on aura tout payé. Hein. On ne peut pas les demander avant. Hein. On n'a pas le droit à des avances. Mais c'est normal. Enfin... Bon, et bien vu qu'on était dans le silence quand même une grande partie de la soirée, on va parler de bruit maintenant. Et donc par rapport à des règles qui s'instaurent sur notre commune, hein, c'est pas sur toutes les communes, mais bon, pour expliquer ces données techniques, je passe la parole à Martine. Alors, comme l'a dit Manu tout à l'heure, il s'est fait pas mal de bêtises, de grosses bêtises dans le passé, à tel point que le trafic routier, il n'a pas toujours été pris en compte dans l'urbanisation. Et donc, l'avis à donner sur ce classement sonore du réseau routier, on l'aura compris, il s'agit de mesures de protection contre la nuisance du bruit qui est liée aux infrastructures routières. Donc, lors de la construction de bâtiments nouveaux, le préfet est chargé d'élaborer une classification en fonction d'un relevé sonore qui est établi le jour et la nuit sur toutes les voies qui supportent plus de 5000 véhicules par jour. Donc ces voies, elles peuvent être communales, départementales ou même nationales.
Cette classification, elle est élaborée à l'horizon d'une vingtaine d'années et donc il est amené à être régulièrement révisé. Et c'est le document qui a été produit pour le compte du préfet par la DDT 43 qui nous a été soumis pour qu'on donne notre avis. Donc cette classification, elle est établie sur 5 catégories, donc de 1 à 5, en sachant que la catégorie 1 est la voie, enfin, est le secteur qui supporte le plus de bruit. Et donc, en fonction des classes de voies sonores, les maîtres d'œuvre sont amenés à mettre en œuvre des mesures constructives d'isolement acoustique pour les bâtiments donc d'habitation, les hôtels, les établissements d'enseignement et les établissements de soins et de santé. Donc, pour assurer un confort d'occupation suffisant. Ces classifications, donc, qui sont prises par le préfet dans chaque département, sont annexées au PLU. Et lorsqu'une autorisation d'urbanisme pour la construction, selon les destinations là qu'on a vues, habitation, hôtel, établissement d'enseignement, soins et santé, il est instruit au regard de cette réglementation et cette réglementation, elle est rappelée dans chaque arrêté d'autorisation. Donc, pour imposer la mise en œuvre de ces mesures d'isolement acoustique. Donc, on a un tableau qui fait apparaître les différentes catégories, avec à chacune des catégories la référence du niveau de sonore qui a été relevé et les largeurs des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure. Donc, plus la voie est sonore et plus la distance du secteur affecté par le bruit est importante. Pour ce qui concerne la Haute-Loire, le classement en vigueur aujourd'hui date de 2009. Et donc, il est mis en révision et on nous demande notre avis. Alors, les modifications, les évolutions plutôt, qui ont été constatées depuis 2009, seule l'entrée nord de la commune sur la RD 500 était classée voie sonore catégorie 3, avec une largeur de secteur affectée par le bruit de 100 mètres en tissu ouvert. Donc, il y a aussi, indépendamment des catégories de 1 à 5, il y a une distinction qui est opérée entre le tissu ouvert et les rues en U. Donc, en tissu ouvert, on augmente de 3 dB, enfin, il y a un calcul savant à faire, et qui donne donc les mesures d'isolement acoustique à respecter. Donc, dans la révision, ce qu'on constate, c'est que non seulement, bon, l'entrée nord, bien évidemment, elle n'a pas connu de changement, mais la traversée d'agglomération est prise en compte aussi. Donc, toujours sur la RD 500, et cette fois en catégorie 4, avec une largeur de secteur affecté par le bruit à 30 mètres. En tissu ouvert, donc avec une majoration de 3 décibels sur les 10 premiers mètres à partir de l'alignement. Autre tronçon qui a été ajouté, c'est la sortie sud de l'agglomération. Donc, par contre, cette fois, elle est classée en catégorie 3, comme l'entrée nord, avec une largeur de secteur affecté par le bruit de 100 mètres aussi, en tissu ouvert. Donc, c'est quand même une avancée pour une meilleure protection contre le bruit par rapport aux dispositions qui sont en vigueur depuis 2009 et qui devraient donc entrer en vigueur dès que les avis des communes concernées sur le département seront revenus et que l'arrêté préfectoral pourra être pris. C'est peut-être un premier pas, peut-être qu'un jour on verra un classement des voies non seulement en fonction du bruit, mais peut-être aussi en fonction des émissions de particules, voilà, une autre forme de nuisance. Donc aujourd'hui, on demande de donner un avis sur ce projet de révision et donc je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Ouais. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité.
on estime que le travail a été bien fait. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notre France est composée de nombreuses collectivités, de choses et d'autres, et d'agences d'État, etc. Et on ne sait pas toujours ce qui s'y passe, on doit juste savoir que le rapport a été présenté, c'est ça? Donc vous avez, bon je pense que tout le monde l'a lu et appris par cœur, mais bon vous pouvez le trouver sur le site de la communauté de communes, mais on voit quand même que par rapport aux grandes lignes, vous avez les budgets généraux d'eau et d'assainissement, donc c'est des budgets annexes qui n'auront pas la M57, les budgets économiques, vous avez les projets qu'il y a au niveau des activités économiques notamment, tout ce qui se fait en aménagement du territoire, tant ce qui est en environnement, habitat et tourisme, que les bâtiments intercommunaux sont entretenus, plus qu'il y a un SIG très utile pour tout ce qui peut être tout ce système d'information géographique est très important, plus qu'il y a des voiries communautaires qui sont entretenues chaque année, que le cycle de l'eau, donc eau, assainissement, qui est une grosse compétence au niveau de la Comcom et qui a un gros budget dont on voit que Saint-Didier en profite grandement. Qu'en culture patrimoine aussi, ça fait beaucoup de choses sur la lecture, puis de nombreuses autres choses, notamment la réhabilitation du musée de la Fou à Pont-Solomon, pour l'instant. Que les conseillers numériques, ça a été un apport sur nos populations, puisqu'on a bénéficié de l'aide de l'État pour en avoir 2 sur le territoire. Que la famille jeunesse est équipée de petite enfance et d'enfance, et au niveau des ados, par rapport aussi à SPD sur le territoire. En termes de communication, il y a quand même un site, une page Facebook, en relation avec les communes, plus de nombreuses publications papier. Donc tout ça pour dire qu'il se fait quand même pas mal de choses. Place de l'Abbaye, c'est l'adresse de la communauté de communes. Après, je crois qu'aujourd'hui, l'autre fois j'ai emmené la présidente du département dans la commune, on lui a fait visiter une activité de gym, on a tous dit c'est qui cette dame et c'est fait quoi le département. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a quand même des problèmes de communication et de dialogue dans notre pays, mais bon, quand même j'estime qu'au niveau de la communauté de communes, il se fait pas mal de choses. Et qu'aujourd'hui, ça serait difficile de vivre ça. Après, à nous, dans les années futures, justement de savoir ce qu'on veut faire sur nos territoires, comment on veut les développer, comment on veut travailler ensemble. C'est notamment ça qui me tient le plus à cœur. Voilà ce que je présenterai pour vous dire que le rapport d'activité a été présenté. Mais bon, pour faire plus de détails, il faudrait que c'est pas lors d'un conseil qu'on peut le faire. On pourra en faire, si vous voulez, dans des moments plus privilégiés. Donc Isabelle me rappelle à juste titre qu'on en a imprimé un exemplaire, vu que avec l'informatique on fait beaucoup moins de papier qu'avant. Et donc s'il y a quelqu'un qui veut le consulter, il est consultable. 217 pages. Voilà, le rapport a été présenté. Vas-y Sylvie. On s'étonne juste un petit peu du taux d'occupation des crèches. Il me semble que beaucoup de familles attendent des places en crèche. Quand on en parle, ils sont souvent sur liste d'attente, ils n'ont pas de place à la crèche, etc. Et quand on lit les taux d'occupation, 70 et 69. Vas-y Agnès, tu étais à la dernière commission enfance. Oui, j'étais à la dernière commission enfance. Alors le taux, il est variable à la journée. Disons qu'il y a des parents qui s'inscrivent tous les jours, mais par exemple, les petits vont pas à la crèche le mercredi parce que les parents ne travaillent pas, ou le vendredi, parce qu'il y a des RTT, des choses comme ça. Donc, c'est pas des taux pleins sur l'année, sur la semaine. Mais apparemment, on a quand même une démographie qui est sur une tendance de stagnation. Donc les gros coûts qui ont été connus par rapport aux années antérieures, on ne les connaît pas. Et donc, comme sur les écoles, il faut qu'il y ait un apport d'enfants et de petits-enfants pour que ces crèches connaissent un rebond. Et puis, il y a un développement aussi des maisons d'assistantes maternelles ou de nounous particulières. Les parents ne cherchent pas forcément le mode de garde de la crèche.
Donc après avoir présenté ce rapport, on va passer à notre traditionnel tour de table. Isabelle, tu as quelque chose à dire? Non. On peut dire merci pour les chèques cadeaux. Merci pour les chèques. Voilà. Allez. Tu l'as dit, merci. Au nom des employés, tu as dit merci. Ouais, moi, je voudrais juste faire un petit point parce que tout à l'heure, on a demandé des sous au département et à la région, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait de ces sous? Eh ben, on a attaqué donc la réhabilitation du gymnase. Donc c'est juste pour faire une petite, je vais aux réunions de chantier tous les lundis matin. C'est juste pour dire bon que ça se passe pas trop mal. Les aérothermes des salles polyvalentes ont été changés. Le toit, enfin le désamiantage a été fait. Le toit a été enlevé. Le toit a été remis maintenant. On est presque hors d'eau, on va dire. Et on a commencé à arracher les sols. Et début de semaine prochaine, on va enlever le toit normalement du devant de le toit qui est juste devant la salle, les salles polyvalentes. On va enlever ce toit et on devrait commencer à remplacer les menuiseries, enfin les issues de secours de la salle omnisport. Et on va commencer à enlever aussi la porte d'entrée du gymnase. Donc voilà, donc ça suit son cours. On n'est pas trop mal au niveau du planning, voire même avec une petite avance, mais bon, je préfère dire on suit le trait. Et puis voilà, quoi. C'est pour informer le conseil de l'avancée des travaux. Merci Bruno, c'est important. Il y a l'ancien président du GLAD qui est soucieux pour le carnaval. Donc. Ben moi, je voulais juste vous rappeler que le dernier samedi de novembre, le 26, il y aura le Téléthon qui a été de nouveau mis en place par la municipalité. Donc, j'espère que vous viendrez tous bien nombreux. Faut pas que tu n'as pas trouvé de place, Jacques, tu n'as rien à dire. Oui, je ne veux pas une fois 18h30, une fois 20h30, une fois 20h. Voilà. Mais je maintiens que pour trouver une place, c'était dur. Je vous remercie d'être venu en voiture. Et d'avoir pris beaucoup de place. C'est tout. Alors, une première chose, nous avons appris par votre presse que le collège privé avait été inauguré en présence de certains d'entre vous. Et que, par exemple aussi, Véronique Gaglio a inauguré son nouveau local. Et nous apprenons ça, nous, opposition, de façon complètement pas officielle, alors que, semble-t-il, des invitations sont envoyées à la mairie et qu'elles sont censées être diffusées à l'ensemble du conseil municipal. Alors, est-ce que Manu, tu peux préciser ça? Alors, donc, ça fait deux questions. Non, parce que moi, j'ai deux réponses. Donc, j'estime qu'il y a deux questions. Donc, la première, c'est M. Longo qui m'a passé un coup de fil pour me le dire, sans invitation officielle. Donc, je lui ai dit, oui, il m'a dit, surtout, oubliez pas votre discours. Donc, Agnès a du Loir aussi, il lui l'a dit. Une invitation personnelle pour... Ouais, bah, moi, j'en ai pas eu. Donc, c'était un coup de fil. Moi, après, pas d'invitation officielle. De toute bonne foi, j'en ai peut-être parlé à d'autres, mais j'ai pas envoyé d'invite, comme vous avez dû recevoir une pour la Seine-Barbe. Donc, mais bon, là, ça a été fait en bonne et due forme, mais l'invite a été faite. Moi, j'ai rien reçu, il me l'a fait par téléphone, Longo. Voilà. Donc, après, bon, mais c'était sans aucune arrière-pensée. Croyez-vous, ne croyez pas. Et par contre, Madame Gaglio aussi, ça a été pareil. Il n'y a pas eu d'invitation officielle, ça a été oral. Donc, bon. Moi, j'en ai eu une officielle. Oui, toi, t'en as une parce que elle t'aime bien. Et moi, tu m'as dit de venir parce que j'étais maire, mais ça s'est fait plutôt à la bonne franquette et sans arrière-pensée de ne pas le communiquer. Sachant que moi, je suis très content. Enfin, bon,
c'est pareil, je vais vous prendre l'exemple de l'Assemblée Générale de la Chasse, ils te le disent oralement dans la rue, quoi. Donc la question qu'on se pose, c'est quand il n'y a pas d'invite officiel, est-ce qu'on y va? Parce que c'est quand même mieux de la part des organisateurs de le faire et de marquer Monsieur le maire et son équipe municipale, quoi. Parce que là, il me le dit par téléphone, j'ai pensé, Anne-Sophie, elle y est passée parce qu'elle a ses gamins à l'école là-bas, donc elle le savait. Mais ça s'est fait en toute... Enfin, moi, j'ai pas de... Tranquillement, à la bonne franquette, ouais, et donc, voilà. Bon, après, quand il y a un invite officiel, je transmets au secrétaire, ça envoie. Là, si les entités prennent pas l'habitude de le faire un peu plus... de façon rigoureuse, oui, parce que moi, après, c'est... Voilà, de toute bonne foi, voilà comment ça s'est passé. Véronique Aglio, elle a communiqué sur les réseaux, hein, son ouverture. Moi, je l'ai su comme ça. J'y suis allée ce matin. Voilà. Après, ça n'empêche pas. Hein. Moi, j'ai pas eu d'amis. Dans le domaine de mes fonctions, d'aller nettoyer là-bas un petit peu plus pour que ça soit un peu plus sympathique. Je suis comme ça. Disons que moi je me souviens d'anciennes associations où les gens qui occupaient des fonctions étaient plus rigoureux sur cet aspect administratif, quoi. Aujourd'hui, ça se fait par texto, par mail ou par coup de fil ou machin. Et c'est vrai que ce protocole, il a un peu été oublié. Et, comptez sur ma bonne foi, enfin là, dans ma réponse. Hein. Ouais, le secrétaire du collège, elle a le mail comme quoi il est envoyé à monsieur le maire et le conseil municipal, l'invitation pour l'inauguration des nouveaux locaux du collège. Enfin, j'ai eu la confirmation par la secrétaire. Mais voilà. Nous, quand on a eu le message, on a vérifié le mail. Il n'y avait pas de mail. Hein. Donc, après, c'est soit nous les secrétaires, soit les secrétaires. Oui, non, mais moi, j'ai pas de souci avec ça. Moi, quand il y en a, je transmets là. Ça s'est passé. Ou alors le mail, il a peut-être été envoyé un jour avant. Donc, après, moi, j'en reçois 50 par jour des mails. Donc, ça serait mieux déjà qu'il ne l'envoie pas au maire. Et qu'il l'envoie à l'accueil et que c'est un boulot administratif, parce que... Non, mais on a vérifié. Il n'y a pas de message sur la messagerie de l'accueil. Oui, non, mais après, bon, voilà, faut pas, je pense, attacher trop d'importance parce que ça a été fait en toute bonne foi. Alors, autre point peut-être plus important, dans un précédent conseil municipal, on avait déjà soulevé une rumeur, des bruits qui courent sur un projet qu'on va appeler Chabannes, pour faire court. Et donc, tu nous avais dit à ce moment-là que tu n'étais pas du tout au courant, que c'était un projet privé, etc. Depuis, semble-t-il, le projet a bien été avancé et... Là, je pense que tu ne vas pas pouvoir nous dire que tu n'es pas au courant. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce projet, s'il te plaît? Donc, je peux vous dire que j'ai perdu mes clés ce jour-là. Et puis, on les a cherchées avec Serge Fournel, on ne les a pas retrouvées. Donc, il a fallu que je défonce un verrou de mon garage pour pouvoir rentrer chez moi. Donc, tout ça parce que, donc, comme on l'avait vu sur le PLU, donc la partie Cours-la-Bruyère a été rachetée par une fondation religieuse, Saint-Jean-Léon-le-Prévost, et le terrain qui se situe en dessous, il y a la maison de Karine, qui fait 1 hectare, est constructible. Si, elle est sur le terrain. C'est sur le terrain qui est en projet de construire. Elle est sur le terrain. Mais bon, c'est un terrain qui appartenait à M. Chabannes. Donc moi, je reçois un porteur de projet, comme j'en reçois pour différentes choses. Comme je peux vous dire qu'il y a une jeune fille qui va ouvrir un magasin de dépôt-vente sur la Grande Place, à la maison qui a pris feu. Mais bon, donc quand on reçoit un porteur de projet, il n'y a rien d'officiel. Donc c'est compliqué de le communiquer. Et donc après, vu que cette parcelle, c'est bien la parcelle où il y a la maison de Karine Perrault, qui fait 1 hectare, qui est entre la rue des Prairies et la limite du Cours-la-Bruyère. Et le chemin du Pas du Mont et l'avenue du Duc de Joyeuse. Donc, tu reçois un porteur de projet avec Serge Fournel, tu lui dis, voilà, les règles, il y avait Martine une fois sur les règles d'urbanisation, et donc les réseaux, bien sûr, et les dessertes. J'y suis retourné une deuxième fois, où là j'ai eu plein de désidériens, donc c'est plus un bruit, c'est vrai, parce que c'est ce jour-là que j'ai perdu mes clés, donc pour voir comment cette parcelle pouvait être desservie. Donc ce qui était retenu, c'est qu'elle est desservie par une partie un peu plate qui peut sortir sur l'avenue du Duc de Joyeuse, elle reste sur le chemin du Pas du Mont.
Donc moi je pense que bon, tout bon maire n'a pas intérêt à perdre de la taxe foncière sur une déconstruction, notamment en plein centre. Je pense que la personne la plus embêtée, c'est la maison qui est en plein milieu, mais c'est pas moi qui ai fait ça, hein. C'est Chabannes qui a fait ça. Et ce que je peux vous dire de source sûre, c'est que ce terrain a été vendu. Donc maintenant, la commune va, dans les mois qui arrivent, recevoir un permis d'aménager. Et donc à ce moment-là, le projet comporte entre 8 et 10 maisons. Comporterait sur 1 hectare, c'est à peu près... moi j'ai quand même été insistant auprès du porteur de projet pour pas faire des cages à lapins, parce que ces lotissements, on s'est tout serré sociétalement et socialement parlant, je trouve que c'est pas bon. Mais c'est bien sous le ténement du Cours La Bruyère. C'est en dessous des grands arbres. Et donc Chabannes avait... c'est le dernier bien qu'il possédait à Saint-Didier, normalement il n'en aurait plus. Donc là... prochaine commission d'urbanisme, si quand le permis, parce que là, voilà, c'était des bruits qui couraient, et donc on est bien obligé en tant qu'élu de recevoir les porteurs de projet, d'aller sur le terrain, de voir si c'est faisable ou pas. Maintenant que c'est un peu plus sûr, je peux répondre ce que je viens de vous dire, et en plus, donc quand il y aura le permis d'aménager qui arrive, on le regardera ensemble. Donc, comme vous le savez tous, on est en révision de PLU et on a l'obligation, dès qu'on a une disponibilité foncière de plus de 5000 m², d'inscrire une orientation d'aménagement et de programmation. Donc, ça n'a pas manqué sur ce terrain. Et donc, oui, il est constructible et il y a des orientations. Et voilà, et il l'était déjà avant. Sauf que maintenant, c'est un peu plus encadré. Voilà. Donc, effectivement, quand on reçoit un porteur de projet, il faut bien lui donner les droits à construire et puis les conditions de viabilisation aussi. D'une opération. Pour l'instant, on en est là, quoi. Mais bon, ça serait quand même dommage qu'on enlève des parcelles qui sont en plein centre, à 2 pas de la pharmacie ou de l'église ou de la maison médicale ou de la mairie. Bon, après, ça aurait été bien qu'à une époque donnée, ils s'accordent pour que ce ténement puisse ressortir sur la rue des Prairies. Bon, il y avait eu des échanges assez chauds entre M. Chabannes et ces riverains-là, parce que ça aurait fait une desserte assez douce. Là, ce qui va se produire, c'est qu'il y aura une voirie assez pentue dans la partie pentue, forcément. Donc, je l'aurais bien spécifié aussi que c'était un chemin qui était déneigé en fin de circuit et qu'il n'y aurait pas de poubelle, puisque le camion ne peut pas descendre. Et que de l'autre côté, sur l'avenue du Duc de Joyeuse, il y avait des collectes de déchets. Donc les lotisseurs sont informés, je sais qu'ils ont acheté, donc maintenant à voir ce qu'ils vont nous prendre, mais bon, par rapport à la demande des jeunes ou moins jeunes du secteur, de l'est du département, c'est des parcelles qui vont pas traîner. Mais là aussi, à nous d'être vigilants sur le permis d'aménager. Mais c'est déjà un peu ce que j'ai fait en allant sur le terrain, pour voir les conditions de déneigement, parce que c'est bien joli de dire oui, mais si après... ça peut pas se faire, c'est compliqué. Et je leur ai bien dit qu'ils stipulent à leurs futurs clients que la voirie interne ne serait pas déneigée par la commune. Donc à eux de se trouver quelqu'un, un privé, ou de se cotiser pour le faire, parce que... Et a priori, il sera en négociation avec la fondation pour tomber les arbres, je le dis, du Cours La Bruyère, qui seraient potentiellement dangereux pour tomber sur les maisons. Parce que quand ils protégeaient un espace naturel, ils protègent. Mais là, avec des maisons, il faudrait qu'ils mettent des haies un peu plus basses, parce que ça, c'est des arbres qui sont très hauts, et ils sont en train de se rencontrer. Mais sur le projet du Cours La Bruyère, il n'y a rien dans ce ténement, à part qu'ils sont en train de faire un audit pour se remettre aux normes. Tu parlais de déneigement tout à l'heure. Justement, je me posais la question, là, l'hiver arrive. L'entrée nord du village, les barrières qui étaient le long de la route avaient été détruites par un accident au printemps. Ma première question, c'est est-ce qu'elles vont être mises ou pas, réinstallées? Et puis on avait parlé aussi dans ce coin-là d'un parking pour sécuriser les enfants, les jeunes qui attendent le bus. Voilà, juste une question, la première question, de savoir où on en est là-dessus, sur ce parking et sur ces barrières. Donc l'un va avec l'autre en fait, puisque brillamment aidé par Serge Fournel, on se rend compte qu'il y a un souci de ramassage scolaire sur le ténement, enfin sur ce secteur, donc c'est pour ça que les barrières n'ont pas été remises.
puisque des négociations effectuées par Dôme de Rue avec la région sur le service transport sont en cours. Il faudra voir peut-être avec le propriétaire privé, puisque je pense que là-haut, il y aurait moyen d'en mettre un, enfin si la région est d'accord. Pas tout à fait au début de rond-point, parce qu'un car en plein milieu de rond-point, c'est dangereux. Et voire même de prolonger ce trottoir jusque pour les gens qui vont au mot pour sécuriser tout le truc. Donc pour le moment, on remet pas les barrières, parce que si on y gratte dessus pour faire un arrêt d'écart, après il faudra les enlever. Donc c'est pour ça qu'elles sont pas remises. J'espère que la région va bientôt nous répondre, va se déplacer pour voir si on se met d'accord pour un abribus. Et après, on a regardé avec Serge Fournel pour faire en régie un usage du fossé pour prolonger le trottoir et pour que ceux qui partent au mort, à la Ruyère, à pied, les courageux, puissent se déplacer en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été prévu, c'est que le trottoir il s'arrête, il y a un passage piéton qui va du côté de la zone. Mais si on reste de ce côté, voilà, donc c'est en cours et j'espère qu'on va y arriver. Comme ça serait sympathique que ça se finisse comme ça. Ok, très bien. Bon, c'est vrai qu'en plus, certains en profitent pour aller se garer, puisque, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une voiture qui est restée 3-4 jours sur le trottoir, donc c'est vrai que ça sera bien de trouver une solution. Et toujours dans le même secteur, nous avions par le passé réfléchi à une implantation d'une station d'essence. On avait discuté avec le propriétaire privé qui est juste vers ce carrefour. Donc il y a 3 ans de ça, on avait quand même pas mal avancé sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on se rend compte et on apprend par la presse qu'il y aura une station d'essence qui va se monter à La Sioux, gérée par la commune apparemment. Qu'est-ce qu'il en est sur Saint-Didier? Donc sur Saint-Didier, je pense qu'après avoir vu ça avec le département, l'endroit qui était choisi précédemment, c'est pas le bon endroit, parce qu'il y a un tel flux de voitures que le projet actuel, enfin mes convictions actuelles d'équipe, c'est de se dire qu'on a 6 hectares qui s'agrandissent sur Robert et c'est de la mettre là-bas. Ce serait plus sympathique, plus accessible. On a un porteur de projet aujourd'hui, c'est une demande pour le faire à son compte, à sa charge. En plus, ça serait sur le carrefour, le petit carrefour, sur la gestion du petit carrefour, donc ce qui la marge permettrait de maintenir un commerce. Donc tout ça c'est en cours, mais il faut au préalable finir le PLU. Sachant que la zone constructible en plus, où c'était prévu, c'est un propriétaire privé aujourd'hui qui l'a, elle est très réduite. Et donc le propriétaire est plus aujourd'hui pour avoir des constructions que pour nous le vendre, par exemple, pour faire une station. Et puis je pense que dans un emplacement sur la zone de Robert, c'est quand même dans la continuité d'une route. Après, ce qui se passe à la Siauve, ça ne nous regarde pas trop. Mais si on regarde aujourd'hui sur les stations-service, qui sont peut-être des stations hydrogène demain ou autre chose, on n'a plus rien quand même. La plus proche c'est Saint-Just, Saint-Vic, ou sous Sainte-Sigolène ou Firminy. Donc moi j'ai dit au porteur de projet qu'on a pour construire cette station qu'on finissait le PLU, qu'après la communauté de communes doit aménager la zone. Donc voilà, c'est ralenti. Mais je pense que sur cet événement là-haut, le propriétaire veut lotir en haut de l'eau. Donc, et puis l'emplacement, quand même, ça aurait été compliqué de faire sortir des voitures par rapport au trafic. Et puis j'ajouterais aussi qu'on a déplacé donc l'installation de cette station-service du côté de la zone d'activité qui sera existante, qui sera prolongée, parce qu'on est quand même une commune rurale et le fait de rentrer par le nord comme par le sud, des deux côtés avec des zones d'activité, c'était quand même pas terrible, voilà. On veut garder une image de commune rurale. Mais bon, après, ce projet, il prendra du temps, puisque bon, pour aménager des zones, il faut du temps. Mais il faut pas perdre l'idée qu'il nous en manque une, parce que on est quand même une commune de 3500 habitants et on est un peu loin de ce service-là qui, de toute façon, encore quelques années à vivre, même si la transition écologique arrive. Faut qu'on le garde sous le coude, pas perdre ce porteur de projet. Mais je pense que l'aménagement, oui, de bien finir ce talus, là, ce trottoir, un petit arrêt d'écart, avoir une maison ou deux par rapport au propriétaire, ça nous fera une belle entrée et tout le monde sera content.
Le suivant est une suivante. Ouais. Moi, je voulais donner des nouvelles du projet d'aliénation d'une partie de chemin rural là, sur le secteur de Cornébas à Saint-Didier. Donc, notre commissaire enquêteur qui est présent ce soir, j'ai nommé Jackie Gerfagnan, donc a conduit l'enquête publique qui a eu lieu du 10 au 26 octobre. Cette enquête, il n'y a pas eu affluence. Il y a eu une habitante de Pont-Salomon qui a rédigé un courrier avec des observations. Et le commissaire enquêteur est en train de réaliser son rapport et ses conclusions. Alors la règle veut qu'on propose donc cette partie à aliéner aux riverains de part et d'autre du chemin rural. Il se trouve que c'est la personne qui est demandeuse de l'aliénation. Donc dans ces conditions, on pourra passer au Conseil de décembre pour décider de l'aliénation de cette partie de chemin rural désaffectée aux frais, entièrement aux frais du demandeur, c'est-à-dire frais d'acte, frais de géomètre. Elle a fait aussi une inspection d'un ouvrage d'art qui enjambe la semaine. Voilà, donc ça c'était pour Cornébas. Puis je voulais parler de Petite Ville de demain. Donc parmi les nombreuses actions qui sont conduites par la communauté de communes, donc il y a ce dispositif Petite Ville de demain dans lequel on s'est inscrit. Donc avec une première phase de préparation et qui s'est finalisée par la signature là, le 14 novembre tout récemment de la convention opération de revitalisation du territoire et donc qui déclenche tout un tas de dispositifs. Dans cette convention opération de revitalisation, donc il y a toutes les actions qui sont prévues par la commune, dont par exemple la réhabilitation du complexe sportif dont on a parlé tout à l'heure, la construction aussi de tennis couvert et surtout la finalisation de cette convention ORT, elle va permettre de bénéficier de dispositifs de défiscalisation qui sont un outil puissant pour lutter contre la vacance de logement et qui laisse une belle part à l'initiative privée parce qu'on sait bien que la puissance publique, elle n'a pas toujours les moyens de faire tout ce qu'il faudrait faire et donc des moyens limités. Alors ce dispositif de Normandie, c'est une défiscalisation, un outil puissant pour la lutte contre la vacance de logement, mais c'est aussi dans un objectif de mixité sociale. Alors comme vous avez été bien sage ce soir, j'ai amené des flyers là pour chacun qui résument rapidement ce que c'est que ce dispositif. Alors, pour l'instant, il est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 et on espère quand même qu'il sera aligné sur la durée de la convention ORT qui va jusqu'en 2026. Merci Martine. Espérons-le parce que les difficultés budgétaires qu'ils ont à Paris, espérons qu'ils gardent un peu des sous pour les territoires. Donc, je vais finir ce conseil pour vous informer déjà du défilé de la Seine-Berne, puisque voilà, le 3 décembre 2022, 10h, messe à la Sio, puis après vers 11h30, discours apéro au centre socio-culturel, où vous êtes tous invités. Curage du plan d'eau est en cours, donc déjà il y a eu un bon boulot de fait par nos services pour faire une rampe, puis par la société de pêche, et donc l'entreprise qu'on va retenir a commencé, et puis ça devrait s'étaler jusqu'à fin décembre ou fin janvier. Donc tous les 10 ans, on enlève les matières qui résident au fond pour qu'on ait une autre qualité, pour que les poissons puissent y vivre dans des bonnes conditions d'oxygène. Qu'est-ce que j'ai encore? Le prochain conseil, c'est le 15 décembre 2022. Après, j'ai l'honneur de vous dire que le préfet oblige les communes à nommer un conseiller municipal correspondant à incendie et secours. Donc nous, on a Pascal Ponant. Voilà. Enfin, avec son accord, j'ai transmis son nom au préfet qui a 4 missions: participer à l'élaboration, la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relève de votre commune. Concourir à la mise en œuvre d'actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune. Voilà, donc ce sera notre référent secours incendie avec le corps. Voilà, donc je pense que le choix est bon.
vu son expérience de, je sais plus d'une trentaine d'années de sapeur-pompier. Et puis je vous donne une information où j'ai procédé à mon premier licenciement de ma carrière de maire. Alors c'est très rare dans la fonction publique, mais bon, j'informe quand même le conseil. Donc Madame Messonnet-Dominique, qui était ici depuis de nombreuses années, avait un handicap de catégorie 1. Donc après plusieurs mois d'absence, elle est passée en commission d'expertise où ils l'ont déclarée inapte au travail. Donc il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de possibilité de reclassement. Donc je l'ai reçu en entretien et le licenciement prenait effet le lendemain, donc fin 28 octobre. Donc il ne faut pas perdre qu'on a besoin quand même de culture et de communication dans notre société, même si chacun a sa forme de communication. Donc des heures seront allongées à Céline Militerno qui était qu'à 28 heures, ça lui fera 7 heures de plus pour arriver à un taux plein, un salaire sur un taux plein, et puis on verra au fil du temps comment on organise encore des heures sur l'organisation du service administratif pour maintenir notre site internet à jour, nos pages Facebook, nos relations avec des exposants et tout ce qui est nécessiteux par rapport à la communication. Et puis aussi, on a aussi notre adjoint et notre conseiller délégué qui bossent dessus, mais bon, une aide personnelle est nécessaire. Donc pour le moment, on part comme ça. Et puis, Dominique Messonnet, donc voilà, je l'ai reçu, ses indemnités lui sont versées. On vous donnera le montant quand on le connaîtra. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je mets fin au conseil municipal à 21h54.